Ce matin-là, j'ai trouvé un billet sur la table de la cuisine. Une feuille arrachée d'un cahier d'écolier, posée entre ma tasse et le sucrier comme si c'était une note de course. 4 mots écrits à la hâte, sans même la décence d'une signature. Notre famille sera bien mieux sans toi. Voilà. 59 ans de vie, 32 ans dans cet appartement du 16e, 28 ans à me lever avant 6 heures du matin pour nourrir, habiller, accompagner, protéger. Et ce que j'avais à la place d'un au revoir, c'était 4 mots griffonnés sur un bout de papier froissé. Ils n'avaient même pas attendu que je parte au marché. Ils avaient calculé le moment exact où je serais absente. Ils avaient tout préparé en secret. Et moi, Geneviève Marceline Aubert, j'étais rentrée avec mes filets à provisions, l'odeur de la boulangerie encore dans le manteau, et j'avais trouvé le vide. Mais ce que ces gens n'avaient pas prévu, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer parce qu'ils ne m'avaient jamais vraiment regardé, c'est que j'avais une voisine, et que cette voisine avait une caméra de surveillance, et que quand j'ai demandé à voir les images, ce que j'ai découvert a tout changé. Pas seulement pour eux, pour moi aussi. Définitivement. Il faut que je vous explique d'abord qui je suis. Pas pour me faire plaindre. J'ai dépassé ce besoin depuis longtemps. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sans savoir d'où je viens, ce que j'ai construit et ce qu'on a essayé de me prendre. Je m'appelle Geneviève Aubert. J'ai 59 ans. J'ai passé 31 ans à travailler comme secrétaire de direction au sein d'un cabinet d'avocats du 9e arrondissement. Un travail exigeant, discret, où l'on apprend à tout observer et à ne jamais parler avant d'avoir compris. J'ai cotisé 152 trimestres à la sécurité sociale. J'ai une retraite que je n'ai pas encore prise parce que j'avais décidé de continuer 2 ans de plus pour atteindre le taux plein. Une décision que je regrettais parfois ces derniers mois et que je ne regrette plus du tout maintenant, pour des raisons que vous allez comprendre. Mon appartement, au 3e étage d'un immeuble haussmannien de l'avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement, je l'ai acheté il y a 22 ans, après la mort de mon mari, avec l'assurance vie et une partie de mes économies. J'en ai payé chaque mensualité seule. 87 mètres carrés, parquet qui chante sous les pieds, moulures au plafond, 2 chambres et une vue sur les marronniers de la rue. Je l'ai acheté 170 000 € en 2002. Sa valeur actuelle, selon l'estimation d'un agent immobilier que j'avais consulté l'année dernière pour savoir où j'en étais, dépasse les 700 000 €. Je dis ça non par vanité, mais parce que c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Mon fils s'appelle Théodore. Théodore Aubert, 34 ans, cadre commercial dans une entreprise de logistique à Clichy. Un garçon que j'ai élevé seul à partir de ses 7 ans, quand son père est mort d'un infarctus brutal un mardi de novembre, et que le monde s'est arrêté et a recommencé à tourner seulement parce qu'il le fallait, parce qu'il y avait un enfant qui avait besoin de sa mère. J'ai tout fait pour Théodore. Les goûters après l'école, les vacances en Bretagne, même quand les fins de mois étaient serrées, les nuits à l'hôpital quand il avait 12 ans et qu'on lui avait trouvé une pneumonie, les candidatures de grandes écoles que j'avais relues phrase par phrase en cachant ma fatigue sous le souci du détail. Et il avait bien tourné, Théodore. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'il rencontre Kevin. Kevin Lassalle est entré dans la vie de mon fils il y a 4 ans. Il venait de Limoges, avait fait des études de gestion à Bordeaux et était arrivé à Paris avec l'ambition de ceux qui ont grandi à regarder la capitale comme une promesse non tenue. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un dimanche midi, ici, dans cet appartement, autour d'un poulet rôti et d'un gratin dauphinois que j'avais préparé depuis la veille. Kevin est arrivé avec un vin de supermarché et un sourire trop parfait. Il a parlé beaucoup. Des opinions sur tout, l'économie, la politique, l'art. Des références qu'il plaçait avec la précision calculée de quelqu'un qui a appris ses répliques par cœur. Ce soir-là, après qu'il soit parti, je me suis assise dans le fauteuil du salon et j'ai regardé par la fenêtre les marronniers qui perdèrent leurs dernières feuilles. Et j'ai pensé, cet homme-là observe tout, mais il ne voit rien de ce qui compte vraiment. Cette impression, je l'ai rangée dans un coin. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Pour comprendre Kevin, il faut comprendre d'où vient la façon dont il fonctionne. Non pas pour l'excuser, rien de ce qu'il a fait n'est excusable, mais parce que comprendre le mécanisme aide à voir comment il a pu agir aussi longtemps sans que personne ne l'arrête. Kevin était fils unique, élevé par une mère qui voyait en lui le centre du monde, et un père qui avait disparu avant ses 10 ans, laissant derrière lui des dettes et une image de l'homme comme quelqu'un qui prend ce dont il a besoin et s'en va. Sa mère,
j'en ai appris des bribes par Théodore et par d'autres sources, que je vous expliquerai plus tard, étaient de ces femmes qui réparent le manque affectif par la surprotection. Kevin n'avait jamais eu à se confronter à une limite réelle. Il avait appris que le charme résolvait les problèmes, que l'intelligence verbale impressionnait les autres, et que si quelqu'un résistait à son charme, c'est que cette personne était le problème. À Bordeaux, il avait déjà eu une histoire qui s'était mal terminée, une femme plus âgée que lui, une situation de dépendance financière, une rupture qui avait nécessité l'intervention d'un avocat. Je ne le saurais que bien plus tard. Mais cette histoire-là, elle existait déjà dans son passé quand il a frappé à la porte de mon fils ce dimanche de printemps où ils s'étaient rencontrés à une soirée à Nation. Et Kevin savait exactement ce qu'il faisait. C'est ça, la vérité que le temps m'a apprise. Comprendre l'origine du poison ne rend pas le poison moins mortel. Ça me rend encore plus en colère, en fait, parce que ça confirme qu'il a choisi, encore et encore, en sachant. Les premiers mois ont été normaux en surface. Kevin venait au dîner, il était agréable avec moi en public, il aidait à débarrasser la table, ces petits gestes calculés qui construisent une image. Mais les choses ont commencé à changer discrètement, comme elles changent toujours quand quelqu'un décide de vous effacer progressivement sans que vous ayez l'air d'une victime. La première chose que j'ai remarquée, c'est que Théodore a arrêté de m'appeler le dimanche soir. Pendant 27 ans, depuis qu'il était parti faire ses études à 19 ans, il me téléphonait le dimanche entre 19h et 20h. Pas toujours longtemps. Parfois 5 minutes. Mais il appelait. Et puis, vers le 6e mois de sa relation avec Kevin, les appels ont diminué. 1 semaine sur 2, puis 1 semaine sur 3. Quand j'en parlais, doucement, sans accusation, Théodore me répondait qu'il était occupé, que la vie avait changé, qu'il fallait que je comprenne qu'il avait maintenant quelqu'un. Je comprenais. Bien sûr que je comprenais. Mais je notais. J'avais commencé à noter bien avant de me rendre compte que je notais. C'était instinctif, professionnel peut-être. 31 ans à rédiger des comptes rendus et des mémos m'avaient donné le réflexe de mettre par écrit ce qui se passe, de dater, de préciser. J'avais un carnet bleu marine, un Clairefontaine que j'avais acheté pour tenir le budget des vacances et que j'avais réorienté vers autre chose. Je notais les dates des appels manqués, les mots exacts de certaines conversations, les changements de comportement de mon fils. Je ne savais pas encore pourquoi je faisais ça. Je le sais maintenant. Quelque chose en moi avait compris, bien avant ma conscience, que j'aurais besoin de traces. La deuxième chose que j'ai remarquée, et celle-là était plus sérieuse, c'est que Théodore avait commencé à me parler de mes finances avec une familiarité qui n'avait pas lieu d'être. Pas de façon directe au début. Des questions anodines. « Tu as prévu quoi pour ta retraite, maman ? Tu as pensé à optimiser ton patrimoine ? Il y a des choses à faire pour éviter les droits de succession, tu sais ?» Ces phrases ne ressemblaient pas à Théodore. Théodore n'avait jamais parlé d'optimisation patrimoniale de sa vie. Ces mots-là venaient de quelqu'un d'autre et ils passaient par sa bouche comme une ventriloquie subtile. Un dimanche, Kevin lui-même avait abordé le sujet, directement cette fois, avec le ton d'un confident expert. « Geneviève, avez-vous pensé à une SCI pour protéger votre appartement ? Ce serait vraiment dans votre intérêt et dans celui de Théodore aussi. Ça éviterait des complications en cas de… » Il avait laissé la phrase en suspens avec un geste vague de la main. En cas de quoi, exactement ? Je n'avais pas répondu. J'avais souri et changé de sujet. Et ce soir-là, j'avais appelé Maître Arnaud, le notaire qui avait instrumenté l'achat de mon appartement en 2002, et je lui avais posé quelques questions. Pas encore d'urgence. Juste pour comprendre. Ce que j'ai appris au cours des mois suivants, je l'ai appris par couches successives, comme quand on enlève un à un les papiers peints superposés d'un vieil appartement haussmannien, et qu'on découvre que dessous, les murs ont des fissures qu'on avait soigneusement cachées. Kevin avait, avant Théodore, été en couple pendant 3 ans avec une femme qui s'appelait Sandrine, une directrice de boutique dans le Marais, légèrement plus âgée que lui. Cette relation s'était terminée dans des conditions que j'ai découvertes grâce à une amie commune, Marceline, une femme formidable que je connaissais depuis mes années au cabinet et qui connaissait vaguement le cercle de Sandrine. Sandrine avait témoigné, dans le cadre d'une procédure qui n'avait finalement pas abouti faute de preuves suffisantes, que Kevin lui avait progressivement pris le contrôle de ses comptes bancaires, qu'il l'avait isolé de ses amis, qu'il avait failli l'amener à signer un document qui aurait transféré la jouissance de son appartement dans le cadre d'une SARL fictive. Elle avait réussi à partir à temps, mais de justesse.
Quand Marceline m'a raconté cela, nous étions assises dans le café au temps retrouvé de la rue de Passy, par un jeudi après-midi de novembre, le chaud du café allongé dans les mains et le froid humide de la pluie sur les vitres. J'ai posé ma tasse. J'ai regardé les reflets dans la rue mouillée, et j'ai pensé « il ne va pas me faire ça ». Mais entre la pensée et l'action, il y avait encore des mois difficiles à traverser. Kevin avait compris que je n'étais pas aussi facile à manœuvrer que Théodore, et il avait changé de stratégie. Plutôt que de me convaincre directement, il avait choisi de me marginaliser. Les invitations au restaurant du dimanche avaient dû commencer à m'arriver au dernier moment, trop tard pour que je puisse m'organiser. Les décisions concernant les vacances que Théodore et moi avions l'habitude de discuter ensemble, un séjour en Normandie que nous faisions chaque été depuis la mort de son père, une tradition que nous deux avions tenue comme un fil de continuité, ces décisions avaient commencé à se prendre sans moi et à m'être annoncées comme des faits accomplis. Théodore lui-même avait commencé à me parler différemment. Des phrases que je n'aurais pas imaginées dans sa bouche quelques années plus tôt. « Maman, tu exagères. Maman, tu dramatises. Maman, c'est dans ta tête. » Ces 3 phrases, je les ai entendues répéter comme un mantra, chaque fois que je soulevais une question, chaque fois que j'exprimais une inquiétude. Gaslighting. Le mot m'avait été expliqué par une collègue du cabinet, une jeune avocate en droit de la famille, maître Clara Fontaine, que j'avais consultée à titre informel un lundi matin et qui avait mis un nom sur ce que je vivais avec une précision qui m'avait fait l'effet d'une gifle et d'un soulagement mélangé. C'est vers cette période que Kevin avait commencé à parler d'une SCI avec une insistance nouvelle. Non plus comme une suggestion, mais comme une évidence. Il avait préparé des documents, des statuts rédigés par un quelconque cabinet que je n'avais jamais entendu mentionner, pas d'un notaire, ce qui aurait dû être la première alerte pour Théodore. Dans ces statuts, l'appartement de l'avenue de Versailles aurait été apporté à la SCI, dont Théodore détenait 51% des parts et moi 49%. En apparence, j'aurais gardé ma quote-part. En réalité, les clauses des statuts donnaient à la gérance, assurée par Théodore, dont Kevin était le concubin et conseiller officieux, la capacité de prendre toutes les décisions sans consultation de l'associé minoritaire. C'était élégant. C'était français dans sa forme, une SCI, rien d'illégal en soi, et profondément malhonnête dans son intention. J'avais montré ces statuts à Maître Arnaud. Il avait ajusté ses lunettes et m'avait dit, avec la sobriété d'un homme de 70 ans qui en a vu d'autres, « Madame Aubert, ne signez pas ça. » Et il m'avait expliqué, point par point, pourquoi. Ce jour-là, j'avais pris rendez-vous avec Maître Fontaine pour une consultation formelle. Et j'avais commencé à comprendre que la défense ne suffirait pas. Il faudrait attaquer. Ce que je n'avais pas encore, c'était les preuves d'une action concrète déjà commise. Ce que j'avais, c'était un faisceau d'indices, un carnet de notes, les mises en garde d'un notaire et les confidences d'une personne qui avait connu la victime précédente. Ce n'était pas assez pour une plainte. Ce n'était pas encore assez pour que Maître Fontaine puisse aller au tribunal judiciaire et demander quoi que ce soit. Il me fallait plus. Alors j'avais attendu, avec la patience de quelqu'un qui a appris à attendre dans un cabinet d'avocats pendant 3 décennies. Avec la patience de quelqu'un qui sait que les gens qui font mal finissent toujours par faire un pas de trop. Et puis, il y a eu ce dimanche de mars. C'était un dimanche ordinaire dans sa forme, ciel bas sur Paris, les platanes de l'avenue sans feuilles encore, l'odeur de la pluie sur le bitume. J'étais allé chercher ma baguette et mes croissants à la boulangerie Poilane de la rue du Cherche-Midi. Non, pardon, je les achetais à la boulangerie de Monsieur Fernandez, rue de la Tour, que je fréquentais depuis 17 ans et qui me connaissait par mon prénom. J'étais rentrée avec mes provisions. J'avais préparé mon café. Et j'avais posé les croissants sur la table quand mon regard s'était arrêté sur la feuille. Notre famille sera bien mieux sans toi. 4 mots. Pas de prénom, pas de signature. L'écriture de Théodore, mais avec la hâte et la raideur de quelqu'un qui écrit sous la dictée d'une autre volonté. J'avais regardé autour de moi. Les penderies dans la chambre étaient ouvertes et vides. Le tiroir où Théodore gardait quelques affaires pour ses séjours ici était tiré et vide. Les photos qu'il avait laissées sur l'étagère du couloir, lui à 7 ans devant le phare de Beaugency, lui et moi à Saint-Malo l'été de ses 14 ans, avaient disparu. Ils étaient passés la nuit précédente ou l'avant-veille, pendant que j'avais dormi ou que j'étais sortie. Ils avaient calculé pour ne pas me croiser. Je me suis assise sur le bord du canapé. J'ai tenu la feuille entre mes 2 mains. Je n'ai pas pleuré. Ce n'est pas de l'insensibilité.
c'est que quelque chose en moi s'était déjà préparé à cela depuis des mois, et qu'une partie de moi reconnaissait ce moment comme inévitable, comme la fin d'un long hiver qu'on savait venir. Et immédiatement, presque mécaniquement, j'avais pensé « les caméras d'Yvette ». Yvette Chambon est ma voisine du 4e depuis 14 ans. Une femme de 67 ans, ancienne institutrice à Levallois, qui habite seule depuis que son mari est décédé et qui a fait installer un système de vidéosurveillance il y a 3 ans, après un cambriolage dans l'immeuble d'à côté. Ces caméras couvrent le couloir commun devant nos 2 portes et par un angle particulier de l'une d'elles, une partie du palier. Je lui avais demandé si elle pouvait me montrer les images des 2 derniers jours. Elle avait mis 1 seconde à comprendre pourquoi. Et puis elle m'avait pris la main et m'avait fait entrer chez elle sans dire un mot. Ce que j'ai vu sur l'écran de cet ordinateur portable posé sur sa table de cuisine, parmi les odeurs de soupe aux légumes et de lavande du désodorisant qu'elle mettait toujours. Ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Non pas parce que c'était imprévisible, mais parce que c'était documenté, parce que c'était daté, horodaté, précis, parce que c'était la preuve que j'attendais. Restez avec moi, parce que ce que j'ai vu sur ces images a déclenché quelque chose que Kevin Lassalle n'avait absolument pas prévu. Si cette histoire vous touche, si vous en connaissez une qui lui ressemble, je vous demande juste de laisser un like et de vous abonner, parce que la suite va vous donner envie de vous lever et d'applaudir. Sur les images de la caméra d'Yvette, on voyait le samedi soir à 22h32. Théodore et Kevin portant des cartons. Pas 2, pas 3, 7 cartons, dont 2 qui avaient clairement la forme de tableaux enveloppés dans du papier bulle. Les 2 tableaux qui étaient dans le couloir. Ceux qui appartenaient à ma mère, des aquarelles signées par un artiste local de Rennes qui n'était pas célèbre mais qui avait pour moi une valeur sentimentale absolue et une valeur vénale réelle, j'avais fait estimer l'ensemble à 6 000 € lors d'une prisée pour l'assurance, 2 ans plus tôt. Ces tableaux n'étaient pas à Théodore. Ils n'avaient jamais été à lui. Ils étaient à moi, hérités de ma mère, inscrits dans son testament. Mais sur les images, Kevin les portait avec la désinvolture de quelqu'un qui emporte ses propres affaires. Et Théodore les laissait faire. Il y avait autre chose sur les images. Quelque chose que je n'avais pas cherché, mais que j'ai vu par hasard en remontant les enregistrements plus loin dans le temps, à la demande d'Yvette, qui voulait s'assurer que le système fonctionnait correctement depuis le début. À 2 reprises, dans les semaines précédentes, on voyait Kevin seul, sans Théodore, entrer dans l'immeuble avec un double de clés. À des horaires où Théodore était au travail à Clichy et où moi, j'étais au mien dans le 9e. Il avait eu accès à mon appartement, seul, sans que je le sache. Ce que vous ressentez en lisant ça, je l'ai ressenti x10 en voyant ces images. La violation, le calcul, la préméditation. J'avais demandé à Yvette de sauvegarder toutes les images sur une clé USB et de les horodater. Elle connaissait les procédures pour l'avoir vécu avec son cambriolage. Elle avait su exactement comment faire. Ensuite, j'étais rentrée dans mon appartement. J'avais posé la clé USB dans mon sac à main. J'avais pris mon téléphone. Et j'avais appelé Maître Fontaine. Il était 16h un dimanche. Elle avait décroché à la 2e sonnerie parce que je l'avais prévenue que je pourrais appeler dans le week-end si quelque chose survenait. Je lui ai dit « J'ai les images ». Elle a dit « Je vous attends demain matin à 9h ». Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai dormi. C'est peut-être la chose la plus surprenante de toute cette histoire. Après une journée comme celle-là, après avoir tenu cette feuille de papier et regardé ces images, j'ai mangé une omelette aux herbes que j'ai préparée pour moi seule, j'ai bu un verre de Sancerre que j'avais gardé pour une occasion qui méritait qu'on s'assoie et qu'on respire, et j'ai dormi. Parce que la colère, quand elle est juste et quand elle sait où aller, ne vous ronge pas. Elle vous prépare. Le lundi matin, j'étais dans le bureau de maître Clara Fontaine. Une femme de 42 ans, avocate spécialisée en droit de la famille depuis 15 ans, dont le cabinet se trouvait au 5e étage d'un immeuble de la rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement. Les fenêtres donnaient sur les toits de zinc, ce gris particulier de Paris qui change de couleur selon la lumière. J'avais posé sur son bureau la clé USB, le carnet bleu marine, les copies des statuts de la SCI que j'avais conservés, les relevés de compte que j'avais photographiés discrètement les semaines précédentes, et 2 lettres recommandées avec accusé de réception que j'avais reçues et qui constituaient des mises en demeure indirectes concernant l'appartement. Maître Fontaine avait regardé tout ça méthodiquement, sans interruption, pendant 20 minutes. Puis, elle avait levé les yeux. « Madame Aubert, elle m'avait dit avec cette voix calme et précise des gens qui font leur travail sérieusement, « Vous avez fait un travail remarquable.
on va pouvoir travailler. Nous avions passé 2 heures à construire la stratégie. Maître Fontaine avait immédiatement identifié plusieurs infractions potentielles. L'entrée de Kevin seul dans mon appartement avec un double de clé sans mon autorisation constituait une violation de domicile, une infraction pénale au sens de l'article 226-4 du Code pénal. Le départ avec les tableaux hérités de ma mère sans mon consentement constituait potentiellement un vol qualifié. Les manœuvres autour de la SCI, si on parvenait à démontrer qu'elles visaient à m'extorquer ma signature sous de faux prétextes, relevèrent de l'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal. Ce n'était pas rien. Ce n'était pas des infractions mineures. La première décision stratégique de Maître Fontaine avait été de ne pas agir tout de suite. Attendre, collecter davantage, construire un dossier si solide qu'il serait impossible à démonter. La deuxième décision avait été de mandater un huissier de justice pour faire constater officiellement l'état de l'appartement après le départ de Théodore. Les objets manquants, les dommages éventuels, les traces laissées. L'huissier était venu le mercredi. Il avait documenté chaque pièce. La liste des objets disparus, outre les tableaux, comprenait plusieurs éléments que je n'avais pas immédiatement remarqués. Une montre ayant appartenu à mon père, une ancienne Longines dont la valeur marchande était d'environ 4 000 € selon l'estimation d'assurance, plusieurs centaines d'euros en espèces que je gardais dans un coffret dans le tiroir de ma table de chevet et, ceci j'allais l'apprendre en faisant le tour de mes papiers, une copie du titre de propriété de l'appartement et des relevés bancaires de l'année précédente. Kevin avait fouillé mes affaires. Il avait cherché ce dont il aurait besoin pour construire son plan de la phase suivante, laquelle, je ne le saurais qu'un peu plus tard. Pendant tout ce temps, 1 semaine, 2 semaines, Théodore ne m'avait pas appelé, pas un message, pas un signe, rien. Son téléphone était allumé. Je pouvais voir les messages lus sur l'application, mais il ne répondait pas. Kevin, lui, avait envoyé un seul message, depuis le téléphone de Théodore, mais avec une formulation qui n'était pas du tout celle de mon fils. « Geneviève, il serait dans ton intérêt de prendre contact avec nous pour discuter des dispositions concernant l'appartement. Il vaut mieux régler ça à l'amiable. » Je n'avais pas répondu. J'avais transféré le message à Maître Fontaine. Elle l'avait archivé. La 3e semaine, Maître Fontaine avait mandaté une de ses collaboratrices pour mener quelques recherches discrètes. Ce qu'elles avaient trouvé m'avait glacé et conforté à la fois. Kevin Lassalle n'était pas propriétaire. Il n'avait pas d'économie significative. Il avait des dettes. Un crédit à la consommation souscrit 3 ans plus tôt pour 45 000 € dont il ne remboursait plus régulièrement les mensualités. Il avait une société, une SARL enregistrée à Lyon qui avait pour objet la gestion de biens immobiliers avec un capital social de 100 €. Cette société n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires depuis sa création 2 ans plus tôt. Elle était nominalement dirigée par un cousin de Kevin qui vivait à Lyon et qui, selon ce que Maître Fontaine avait pu établir par voie légale, ne participait en rien à la gestion réelle. Et dans les documents que Maître Fontaine avait obtenus via une demande légale au registre du commerce, apparaissait quelque chose d'intéressant. Cette société avait été mentionnée dans les statuts de la SCI qu'on avait tenté de me faire signer, en tant que prestataire de gestion. Ce qui signifiait que si j'avais signé ces statuts, les loyers hypothétiques de l'appartement, si jamais on avait décidé de louer, auraient transité par une société contrôlée par Kevin avant de me revenir avec tout ce que ça permettait comme manipulation. C'était bien pensé. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait ce schéma. Sandrine, l'ancienne compagne, avait accepté de parler à Maître Fontaine. Elle avait relaté les mêmes mécanismes, les mêmes étapes, la même progression. Isolement progressif, prise de contrôle financière par palier, documents à signer présentés comme des évidences. Dans son cas à elle, la SARL avait aussi existé, avec un autre cousin comme figure de paille. Le schéma était identique. C'était la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une maladresse ou d'un accès de cupidité ponctuel. C'était une méthode, rodée, répétée. Puis il y a eu la lettre recommandée du cabinet de Maître Berthier. Maître Berthier était un avocat que Kevin avait mandaté. Je ne sais pas comment il avait financé cela, probablement avec l'argent qu'il avait pris dans mon coffret. La lettre recommandée était arrivée un mardi matin. Elle invitait Madame Aubert à se rapprocher de son client Monsieur Lassalle, qui souhaitait trouver une solution amiable quant à la situation du bien immobilier 6 avenue de Versailles, dans l'intérêt de toutes les parties. Elle faisait état d'un accord verbal qui n'avait jamais existé,
selon lequel j'aurais promis à Théodore de lui transmettre l'appartement en donation avant ma retraite. Il inventait un accord verbal. C'était audacieux. C'était aussi une erreur, parce qu'une promesse verbale non documentée n'a aucune valeur juridique en droit français, et que Maître Fontaine a ri d'un rire bref et sans joie en lisant cette phrase. Ce qui m'a blessé le plus profondément dans toute cette période, ce n'était pas Kevin. Kevin, j'avais appris à ne pas l'aimer. Ce qui m'a blessé, c'est que Théodore avait signé, physiquement, avec son stylo et ses doigts, plusieurs des documents que Maître Fontaine avait maintenant en main. Il avait cosigné la demande de création de la SCI. Il avait contresigné un courrier à Maître Berthier. Il avait, dans les semaines précédant le départ, retiré de l'argent sur un compte joint que nous partagions depuis ses 18 ans pour les urgences familiales. Ce compte contenait environ 8 000 € que j'y avais alimenté régulièrement au fil des ans. Il avait vidé ce compte. Pas tout seul peut-être. Je le voyais tenant le stylo ou la carte bancaire sous l'œil d'un autre. Mais c'était sa signature, ses doigts, son choix. Mon fils avait choisi, plusieurs fois, en sachant. Je l'aimais encore. C'est la chose la plus difficile à dire dans cette histoire. Je l'aimais encore, avec cette douleur particulière qu'on a pour les gens qu'on a tenus dans ses bras quand ils avaient 7 ans et qui respiraient dans votre cou pendant que vous regardiez l'écran de télévision en sachant que rien au monde ne valait ça. Mais l'amour ne légitime pas l'impunité. L'amour ne me demandait pas de me laisser détruire. Et l'amour, le vrai, celui que j'avais pour lui depuis le début, m'avait appris à poser des limites, pas à les effacer. J'avais pris la décision définitive un soir de la 3e semaine, assise à la table de ma cuisine, devant un verre de tisane de menthe et le carnet bleu marine ouvert devant moi. Je n'avais pas pleuré. J'avais regardé les pages remplies de mes propres notes, dates, heures, mots exacts, comportements, documents, et j'avais pensé avec une clarté froide et propre que je n'avais plus rien à attendre de leur côté, que l'attente était terminée, que maintenant, j'agissais. Le lendemain matin, j'avais appelé Maître Arnaud pour révoquer toute procuration que j'aurais pu donner à qui que ce soit. Il n'y en avait aucune en cours, mais je voulais que la révocation soit formelle et inscrite dans ses registres. J'avais également demandé à ma banque, la Caisse d'épargne Île-de-France, de bloquer l'accès au compte joint et d'envoyer à Théodore une lettre recommandée signifiant la clôture du compte. J'avais changé les serrures de l'appartement le soir même. Un serrurier de la rue Mirabeau était venu à 19h. Et j'avais fait constater par huissier le nouveau cylindre installé et la restitution de clés demandée formellement à Théodore par lettre recommandée. Et j'avais rédigé, avec Maître Fontaine, une lettre à Maître Berthier qui déniait absolument tout accord verbal, demandait la restitution des objets emportés, mettait en demeure Kevin Lassalle de justifier ses entrées dans l'appartement consigné sur les images de vidéosurveillance, et annonçait que des poursuites pénales seraient déposées dans les 15 jours si aucune réponse satisfaisante n'était apportée. La réaction de Kevin ne s'était pas fait attendre. Il m'avait appelé directement, pas par Théodore, mais lui-même. 2 jours plus tard, sa voix avait changé. Le charme poli et calculé avait disparu, remplacé par quelque chose de plus tendu, de plus sec. Il avait commencé par me dire que j'étais en train de détruire ma relation avec mon fils, que Théodore souffrait, que j'étais égoïste et archaïque. J'avais écouté sans l'interrompre. Puis j'avais dit, d'une voix qui ne tremblait pas, « Monsieur Lassalle, cette conversation est enregistrée avec votre accord tacite, puisque je vous le notifie maintenant. Je vous recommande de parler à votre avocat avant de me rappeler. » Et j'avais raccroché. J'avais envoyé le fichier audio à Maître Fontaine dans la minute. Théodore avait appelé le lendemain. C'était la première fois en 3 semaines. Sa voix était différente de celle de Kevin. Plus fragile, plus incertaine, avec quelque chose de la voix de l'enfant qu'il avait été et qui me traversait le cœur comme une aiguille. Il avait dit « Maman, est-ce qu'on peut se voir ?» Je lui avais répondu « Oui. Dis-moi où et quand. » Il avait proposé un café dans le 15e. J'avais accepté. J'y étais allé seul, sans lui dire que Maître Fontaine savait où j'étais et que j'enregistrerais la conversation avec mon téléphone dans la poche de mon manteau. Kevin était arrivé avec lui. Je n'avais pas montré ma surprise. Je m'étais assise en face d'eux et j'avais commandé un café allongé. Kevin avait repris son ton charmant, la tentative de reprendre les codes de la bienveillance. Il avait présenté la situation comme un malentendu, un moment de tension familiale, quelque chose qu'on pouvait résoudre ensemble. Théodore acquiesçait sans parler. Et puis Kevin avait dit quelque chose qui m'avait figé,
Il avait dit que Théodore avait consulté un avocat concernant la succession et que si je n'acceptais pas de discuter de la situation de l'appartement maintenant, il y aurait des complications à mon décès. Il avait utilisé le mot « décès ». Comme ça, dans un café du 15e, en commandant un crème, en parlant de ma mort comme d'un argument de négociation. J'avais regardé Théodore. Il avait détourné les yeux. Et j'avais compris que c'était fini. Pas la procédure, mais l'espoir que Théodore soit revenu dans ce café pour autre chose que les intérêts de Kevin. J'avais posé ma tasse. Je m'étais levé. J'avais dit « J'ai entendu ce que vous avez à dire. Mes avocats vous contacteront. » Et je suis sorti dans la rue grise du 15e, le vent froid de mars dans le manteau, et j'ai marché jusqu'au métro sans me retourner. Si vous regardez encore et que quelque chose dans cette histoire vous touche, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie que Kevin Lassalle n'avait absolument pas prévue. Dans les semaines suivantes, Maître Fontaine avait reconstruit méthodiquement l'ensemble du dossier. Elle avait obtenu, via une demande légale auprès de la Direction générale des finances publiques, les informations sur la SARL de Kevin et son absence totale d'activité déclarée. Elle avait contacté le cousin de Lyon qui, confronté à ses responsabilités légales de gérant nominal, avait accepté de fournir une déclaration écrite stipulant qu'il n'avait jamais été impliqué dans aucune décision et que son nom avait été utilisé à son insu pour des montages qu'il n'avait jamais approuvés. Cette déclaration constituait un élément capital. Elle transformait la SARL d'un instrument douteux en un faux administratif potentiel. Elle avait également obtenu, avec l'accord de Sandrine, que l'ancienne compagne fasse une déclaration formelle auprès de Maître Fontaine, documentant les mêmes mécanismes utilisés 3 ans plus tôt. Ce n'était pas une plainte pénale. Sandrine n'avait pas voulu aller aussi loin. Mais c'était une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, signée devant un avocat, et donc recevable comme preuve dans une procédure civile. Et puis, il y avait eu les relevés bancaires. Maître Fontaine avait mandaté un expert financier, autorisé pour ce type de mission par le tribunal judiciaire de Paris, pour analyser les mouvements du compte joint que Théodore avait vidé. Ce que l'expert avait trouvé était au-delà de ce que j'avais imaginé. Le compte, que j'alimentais de 250 € par mois depuis les 18 ans de Théodore, contenait au moment du retrait 7 840 €. Cette somme avait été retirée en 3 fois sur une période de 2 semaines par des virements vers un compte dont le titulaire était, vous l'avez deviné, la SARL de Kevin. Ce n'était plus un simple retrait par Théodore. C'était un détournement vers une entité tierce. Et ça, c'était de l'abus de confiance qualifié au sens du Code pénal français, passible de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Le dossier était maintenant complet. Maître Fontaine avait fixé une réunion pour le jeudi suivant. Elle voulait que je sois présente pour la phase suivante. Et elle voulait une chose supplémentaire que je n'avais pas anticipée. Elle avait contacté le frère aîné de Kevin, Franck Lassalle, qui vivait à Bordeaux et dont les relations avec Kevin étaient rompues depuis 5 ans. Franck avait accepté de témoigner. Il avait dit à Maître Fontaine, lors d'un appel téléphonique dont elle avait pris note, « Mon frère a toujours fait ça. Avec notre mère d'abord, avec ses copines ensuite. Il prend ce dont il a besoin et il passe à autre chose. » Et Franck avait ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que c'est la phrase qui résume tout. « J'ai honte de lui, mais je ne suis pas surpris. » La réunion avait eu lieu dans le cabinet de Maître Fontaine par un jeudi matin d'avril, 18 heures après que les lettres recommandées avec accusé de réception avaient été envoyées à Kevin Lassalle et à Théodore Aubert, les convoquant à participer à une réunion de médiation préalable à une procédure judiciaire. Ils avaient tous les deux répondu, Kevin par un courriel de son avocat, Théodore par un message texto à moi directement, avec une hésitation dans les mots qui trahissait une peur réelle. Kevin était arrivé avec Maître Berthier. Théodore était arrivé seul. Je les attendais dans la salle de conférence. Maître Fontaine était à ma gauche. L'expert financier était à ma droite. Sur la table, il y avait 3 chemises cartonnées bleues, épaisses, avec les pièces numérotées. Kevin nous a regardés en entrant avec ce sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, et il a dit bonjour d'un ton qui voulait encore contrôler la pièce. Il n'y avait plus de pièces à contrôler. Maître Fontaine a ouvert la première chemise. Elle a posé sur la table la première page. Une capture d'écran horodatée de la caméra d'Yvette montrant Kevin entrant seul dans l'immeuble avec une clé. Date, heure.
Théodore absent ce jour-là, son badge d'accès à l'entreprise de Clichy le confirmait. Document joint, pièce numéro 2. Violation de domicile, article 226-4 du Code pénal, a dit maître Fontaine, d'une voix calme et nette comme une lame. Kevin a ouvert la bouche. Maître Berthier l'a arrêté d'un geste. Deuxième chemise. Les images du départ, le samedi soir à 22h32, les cartons, les tableaux enveloppés dans le papier bulle. L'estimation d'assurance des tableaux, 6 000 €. L'estimation de la montre Longines, 4 000 €. Les espèces manquantes, 420 €. Total des objets emportés sans consentement, 10 420 €. Vol qualifié, a dit maître Fontaine. Kevin avait cessé de sourire. Troisième chemise, les relevés bancaires, les virements du compte joint vers la SARL, le rapport de l'expert financier, la déclaration du cousin de Lyon, la déclaration de Sandrine, l'attestation de Franck. L'abus de confiance, a dit maître Fontaine, article 314-1 du Code pénal, 5 ans d'emprisonnement maximum, 375 000 € d'amende. Et elle avait ajouté, en posant la dernière page, « Et ceci, monsieur Lassalle, est une copie de la plainte que nous avons déposée ce matin auprès du procureur de la République de Paris, ainsi que la demande de mesures conservatoires sur l'ensemble de vos avoirs, actuellement en cours d'examen au tribunal judiciaire. » Le silence qui a suivi, dans ce bureau qui sentait le café refroidi et le papier neuf, a duré exactement le temps qu'il fallait pour que Kevin Lassalle comprenne que le jeu était terminé. Sa mâchoire s'était serrée. Il avait regardé maître Berthier avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage depuis 4 ans. Quelque chose de petit, de contracté, de nu. Le charme s'était évaporé comme rosée en été. Ce qui restait en dessous n'était pas impressionnant. Et puis j'avais regardé Théodore, mon fils, 34 ans, les mains à plat sur la table, les yeux baissés. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il était entré. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose que je ne savais pas quoi nommer encore. Pas exactement de la honte, pas exactement de la peur, quelque chose entre les deux qui ressemblait à la prise de conscience brutale d'un homme qui réalise qu'il a suivi quelqu'un dans un endroit dont il ne peut plus sortir intact. Il a ouvert la bouche. « Maman », il a dit. Juste ce mot. « Maman ». Je lui ai répondu avec la voix que j'avais passé ces semaines à préparer. Pas un cri, pas des larmes. Une voix égale et claire, comme la surface d'un lac partant calme. « Théodore, je sais que tu regrettes ce que tu as fait, mais les regrets n'effacent pas les choix. Et tu as choisi, à plusieurs reprises, en signant des documents, en retirant de l'argent, en emportant ce qui n'était pas à toi. Moi aussi j'ai choisi. Et mon choix, c'est d'avancer sans toi. » Théodore avait fermé les yeux. Kevin avait posé une main sur son bras et il l'avait retiré. Ce geste-là, ce retrait de la main de Kevin, c'était peut-être le premier signe que Théodore commençait à comprendre dans quel monde il vivait depuis 4 ans. Maître Berthier avait demandé une suspension de séance. Nous avions quitté la salle. Dans le couloir qui sentait le parquet ciré et le café de la machine au fond du couloir, maître Fontaine m'avait dit « Vous avez été parfaite ». J'avais regardé par la fenêtre les toits gris de Paris sous le ciel d'avril, et j'avais pensé que la perfection n'avait rien à voir là-dedans. C'était juste la vérité. Enfin dite, enfin documentée, enfin entendue par quelqu'un qui devait l'entendre. La procédure judiciaire avait suivi son cours avec la lenteur méthodique de la justice française, qui n'est jamais rapide, mais qui, quand elle avance, avance solidement. La plainte pénale pour violation de domicile, vol et abus de confiance avait été reçue par le parquet de Paris. Un juge d'instruction avait été saisi. Kevin Lassalle avait été convoqué pour une audition libre dans un premier temps, puis mis en examen 3 mois plus tard sur les chefs d'accusation de vol aggravé et d'abus de confiance. Les mesures conservatoires avaient été accordées par le tribunal judiciaire. Ses comptes bancaires avaient été partiellement gelés. La SARL avait fait l'objet d'une vérification par les services fiscaux qui avaient trouvé des irrégularités comptables suffisantes pour ouvrir leur propre enquête. La machine s'était mise en marche, et contrairement à ce que les gens qui n'ont jamais eu à l'utiliser pensent, la machine française peut être terrible quand elle a des preuves solides entre les mains. Ce qui se passait de l'autre côté du miroir, je l'ai appris par bribes, par maître Fontaine qui recevait les transmissions légales, par Yvette qui avait gardé ses oreilles ouvertes, et par 1 ou 2 personnes du cercle commun qui ne prenaient plus le parti de Kevin une fois que la vérité avait circulé.
Kevin avait perdu sa réputation professionnelle avec une rapidité spectaculaire. Dans le milieu de la gestion immobilière parisienne, les nouvelles circulent vite et son nom était maintenant associé à une mise en examen. Il avait perdu son appartement locatif. Il était locataire, pas propriétaire, ce qui avait toujours été un de ses secrets, parce que sa propriétaire, qui avait appris par les voisins de pallier la nature des poursuites, avait décidé de ne pas renouveler son bail. Il avait perdu ses amis de façade, ces gens du réseau parisien qu'il avait soigneusement cultivé pendant des années. Parce que dans ce monde, une mise en examen suffit pour qu'on cesse de répondre aux invitations. Il avait essayé de contacter Théodore pour que Théodore le soutienne publiquement. Théodore avait refusé. C'était la première décision que Théodore prenait seul depuis 4 ans, et ce n'était pas en faveur de Kevin. C'était peut-être le début de quelque chose pour Théodore. Peut-être. Mais ce n'était plus mon histoire à observer. Parce que Théodore m'avait appelé, plusieurs semaines après la réunion. Il avait demandé si on pouvait se voir. Je n'avais pas décroché. Il avait laissé un message vocal, une voix qui tremblait légèrement, des mots pesés, l'énoncé d'un regret qui semblait sincère. J'avais écouté le message une fois, puis j'avais rangé mon téléphone dans mon sac. Je n'avais pas rappelé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Il avait besoin de me parler. Mais ses besoins n'étaient plus ma priorité depuis le moment où il avait signé ses documents et retourné les yeux quand j'avais besoin qu'il me regarde. La conséquence concrète pour Théodore avait été multiple. Sa signature sur les documents de la SCI l'avait exposé à une responsabilité solidaire dans la procédure civile. Pas pénale, parce que sa participation aux infractions pénales n'était pas démontrable de façon suffisante, mais civile. Il avait été condamné à me rembourser sa quote-part du compte joint vidé, soit la moitié des 7 840 €, avec intérêt. Il avait perdu l'accès aux biens immobiliers que j'aurais pu lui laisser, parce que j'avais rédigé avec Maître Arnaud un testament qui excluait toute donation anticipée et réorganisait ma succession de façon légale et irréversible. Sa part légale héréditaire restait protégée par la réserve héréditaire du droit français. Je ne pouvais pas et ne voulais pas l'en priver totalement. Mais les dispositions supplémentaires, les avantages, les facilités que j'aurais pu lui accorder de mon vivant, ceux-là, il n'y avait plus accès. Et dans notre cercle commun, les quelques personnes qui nous connaissaient tous les deux, la vérité avait circulé, et Théodore vivait avec ça aussi. Moi, entre-temps, j'avais bougé. Pas loin. Pas définitivement. Mais pendant la durée de la procédure, j'avais décidé de ne pas rester seul dans cet appartement qui gardait les odeurs et les silences de ce qui s'était passé. Une amie de longue date, Brigitte, que je connaissais depuis les années 90, depuis les grèves de 95, où nous nous étions retrouvés dans le même cortège de la rue de Rivoli, avait un appartement à Montpellier qu'elle me prêtait pour l'été. J'y avais passé 2 mois. L'odeur de la garrigue par les fenêtres ouvertes le matin, le marché du Plan Cabanes le mercredi, la mer à 20 minutes en bus, une vie qui continuait, différemment, plus légèrement. À mon retour à Paris, j'avais repris mes habitudes avec une liberté nouvelle. La boulangerie de M. Fernandez, le café du jeudi avec Marceline au Autant retrouvé, les promenades le dimanche le long de la Seine, parfois seule, parfois avec Yvette, qui s'était révélée être une compagne de marche énergique et drôle. J'avais rejoint une association de randonnée dans le 16e qui se retrouvait le premier samedi de chaque mois pour des sorties en Île-de-France. Les forêts de Fontainebleau, les bords de Marne, les hauteurs de la butte Montmartre quand on voulait rester en ville. J'avais recommencé à lire des romans, de la poésie, des essais, des livres que j'avais laissés s'accumuler sur la table de chevet depuis des années en me disant que j'aurais le temps plus tard. Le temps était là. La procédure s'est terminée 17 mois après la plainte initiale, comme souvent dans les affaires pénales à Paris où les rôles sont chargés. Kevin Lassalle a été reconnu coupable de vol qualifié et d'abus de confiance par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, à une amende de 8 000 € et à me restituer l'intégralité des sommes et objets emportés, soit la valeur en argent des tableaux, de la montre, des espèces et des fonds détournés du compte joint, majorés des intérêts légaux, pour un total de 19 280 €. La Direction générale des finances publiques avait par ailleurs prononcé un redressement fiscal sur la SARL pour les 2 années de revenus non déclarés. Kevin avait en réalité utilisé la structure pour gérer des flux d'argent qui ne figuraient dans aucune déclaration. Le redressement s'élevait à 42 000 € de taxes et pénalités. Le cousin de Lyon,
qui avait fourni sa déclaration contre Kevin, a bénéficié d'une dispense de poursuite en raison de sa coopération. Franck Lassalle, le frère de Bordeaux, a simplement disparu de la procédure après avoir fourni son témoignage. Il n'avait rien à se reprocher et rien à perdre, sauf peut-être l'illusion qu'on peut laver la honte de sa famille. Maître Berthier, l'avocat de Kevin, avait décliné de continuer à le représenter après la condamnation. Une décision de professionnels qui protège leur réputation. Je n'ai pas été présente à l'audience du jugement. Ce n'était pas la peine. Maître Fontaine m'a appelé pour me lire le dispositif. J'étais assise à ma table de cuisine, le café chaud devant moi, la lumière de septembre entrant en biais par la fenêtre sur les marronniers encore verts de la rue. J'ai dit merci, et j'ai raccroché, et je me suis levée pour aller préparer le déjeuner. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que signifie reconstruire. Non pas parce que c'est difficile. C'est en réalité moins difficile qu'on ne le croit quand on a retrouvé sa propre compagnie. Mais parce que reconstruire ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On ne reconstruit pas en effaçant ce qui s'est passé. On reconstruit en posant quelque chose de nouveau à côté, quelque chose qui n'a pas besoin d'eux pour exister. Je suis maintenant à la retraite. J'ai pris la décision de liquider mes droits l'hiver dernier, après 154 trimestres cotisés, 2 de plus que le taux plein, parce que j'avais voulu finir un dossier qui me tenait à cœur, un dossier de restructuration d'entreprise que l'un des associés du cabinet voulait clore avant la fin de l'exercice. Ma retraite est de 1 800 € par mois, complétée par ma mutuelle. C'est suffisant pour vivre confortablement, pour aller au théâtre 2 fois par mois, pour prendre le TGV à Lyon voir Brigitte le temps d'un week-end, pour commander une bonne bouteille au restaurant quand l'envie me prend. C'est à moi, entièrement à moi. Personne n'y a de droit. Certains matins, en me préparant mon café allongé dans la cuisine, en regardant par la fenêtre les marronniers qui ont maintenant perdu leurs feuilles et dont les branches dessinent des lignes nettes sur le ciel blanc de novembre, je pense à Théodore. Pas avec nostalgie exactement. Avec une tristesse froide et propre, comme on pense à quelque chose qu'on a perdu il y a longtemps et qu'on n'attend plus de retrouver. Il a fait ce qu'il a fait. Il vit avec ça. Je ne le déteste pas. Mais je ne l'attends pas non plus. J'ai appris 3 choses pendant cette période que je veux vous dire clairement, parce que ce sont des choses que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt. La première, les instruments légaux existent pour vous protéger, mais ils ne s'activent pas tout seuls. Il faut les chercher, les comprendre, les utiliser. En France, le droit vous donne des outils. Le notaire, l'huissier, le tribunal judiciaire, le procureur de la République. Ces outils ne sont pas réservés aux riches ou aux puissants, ils sont là. Allez les chercher. La deuxième, les regrets des autres ne sont pas votre responsabilité. Théodore regrette peut-être. Kevin, probablement pas. Des gens comme lui ne regrettent que d'avoir été pris. Mais que ce soit l'un ou l'autre, leur regret ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à le porter. Vous n'avez pas à leur offrir le pardon pour vous en libérer. Le pardon est un cadeau qu'on donne quand on est prêt, pas une obligation. La troisième, l'amour filial ne justifie pas tout. Aimer son fils ou sa fille n'oblige pas à laisser ce fils ou cette fille vous détruire. La dignité n'est pas optionnelle. La dignité n'est pas un luxe pour les gens qui n'ont pas de famille. La dignité, c'est le minimum. Et la défendre n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de santé. Ce matin, j'ai acheté ma baguette chez M. Fernandez. Il m'a demandé comment j'allais, comme il le fait depuis 17 ans, et j'ai répondu que j'allais bien. Et c'était vrai, sans nuance, sans restriction mentale. Je suis rentrée dans mon appartement. J'ai posé la baguette sur la table, j'ai préparé mon café, et j'ai regardé la lumière de novembre sur les marronniers. Cette lumière un peu triste et un peu belle qui est la lumière de Paris en automne, cette lumière que j'aime depuis toujours et que personne ne m'a prise. Et j'ai pensé, voilà, c'est comme ça que ça recommence. Un matin, un café, une lumière, tout à soi. Si cette histoire a fait écho à quelque chose en vous, pas nécessairement la même situation, peut-être juste cette sensation d'avoir été trop longtemps moins que ce que vous méritez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi d'où vous venez, quelle ville, quel quartier, quel moment de vie. Vous êtes peut-être en train de traverser ce que j'ai traversé. Peut-être que vous êtes de l'autre côté et que quelque chose ici vous a fait comprendre une chose que vous ne voyiez pas clairement avant. Dans tous les cas, likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque histoire ici est une histoire vraie, une histoire de dignité défendue.
Et je ne ferai jamais de cadeau à ceux qui croient que l'amour donne le droit de tout prendre. Il y aura d'autres histoires, d'autres femmes qui ont dit non, d'autres hommes et femmes qui ont utilisé la loi comme elle doit être utilisée, comme un outil au service des gens qui ont raison. Parce que dans ce pays, avoir raison ne suffit pas. Mais avoir raison et être préparé, ça change tout. Et vous avez le droit d'être préparé. Vous avez le droit de vous défendre. Et si quelqu'un vous dit que non, que vous êtes dramatique, que c'est dans votre tête, souvenez-vous de ce que j'ai fait. J'ai pris un carnet bleu marine et j'ai commencé à noter. Tout commence là.